Salut à tous, c'est Corvus, entraîneur de boxe anglaise et préparateur physique. Aujourd'hui, on va parler encore, et oui, je sais, hein, du Krav Maga. Non pas que le sujet soit particulièrement passionnant, je vous cache pas que même moi, dans le monde des sports de combat et de la préparation physique, j'aimerais bien parler d'autre chose, il y a tellement de sujets passionnants à aborder. Mais pour l'instant, il faut qu'on revienne sur le Krav parce que j'ai fait une première vidéo il y a une dizaine de jours qui a énormément fait réagir, qui a eu 400 commentaires, des commentaires très polarisés, hein, les gens totalement pour et les gens totalement contre, comme on pouvait s'y attendre. Et dans cette vidéo qui durait 36 minutes, je crois, je faisais référence à 6 dysfonctionnements majeurs, donc j'avais 6 arguments principaux pour expliquer pourquoi, selon moi, le Krav Maga est une escroquerie. Évidemment, ça n'a pas plu à beaucoup de monde. Alors que les gens soient en désaccord avec moi ou même en désaccord entre eux dans les commentaires, c'est pas un problème parce que ça suscite une réflexion collective, ça suscite un débat, ça peut être intéressant, ça fait partie du jeu, il n'y a pas de problème. Non, le souci c'est que les commentaires, donc je les ai tous lus et j'ai essayé de répondre à la plupart, m'ont montré deux choses. La première, c'est qu'il y a encore plus de biais cognitifs et émotionnels que ce que je pensais. C'est encore plus grave que ce que je croyais, vraiment. Et deuxièmement, je me suis rendu compte que soit les gens ne comprennent pas ce que je dis, soit font semblant de ne pas comprendre. Et peut-être aussi qu'il y en a qui n'ont pas les capacités de comprendre, hein, malheureusement. Donc je pense que ça peut être intéressant de faire cette vidéo pour revenir sur vos commentaires. On va enfoncer le clou sur certains éléments, on va peut-être nuancer d'autres. Il y a des commentaires qui sont intelligents, développés, construits, et il y a des commentaires de débiles profonds. Donc on va voir tout ça ensemble, et je pense qu'à la fin de cette vidéo, j'aurai plus grand chose à dire sur le Krav, et on pourra enfin passer à autre chose. Bon, alors d'abord, on a ce que j'appelle les ahuris hors sujet. Bah oui, les gars, parce qu'à un moment donné, quand je vous parle de Krav Maga, je vous parle pas d'autre chose. Je liste 6 dysfonctionnements précis, répondez-moi sur le fond. Mais comme beaucoup de gens n'ont pas les moyens de tenir un argumentaire et d'aller à l'essentiel et de répondre vraiment point par point à ce que j'aborde dans ma première vidéo, et ben les mecs ils essaient de se défendre en parlant d'autre chose. Du coup ça devient vite grotesque. Alors j'en ai qui me parlent de tai chi, j'en ai un qui me dit que je devrais aller voir à Paris pour m'entraîner avec maître Lee Kang-jong qui enseigne le Hapkimudo. Parce que selon lui, il n'y a pas de tralala et c'est du réel, vous voyez, c'est du solide, là on discute. Je vois pas le rapport avec le Krav. Pourquoi j'irais prendre le train, payer 150 balles d'SNCF pour aller voir un maître chinois dans un dojo obscur, on ne sait pas. Mais bon, on m'invite à le faire, donc soit. Ensuite, j'ai Terre de Spiritualité qui me dit le judo, le karaté et les arts martiaux sont souvent considérés comme des adversaires redoutables pour les boxeurs. En effet, pour se défendre efficacement, un peu à la manière de Thomas Soto, je sais pas qui c'est, il peut être utile de maîtriser plusieurs disciplines. D'accord, super, je suis très content. Voilà, je sais pas quoi te dire. Et enfin, j'ai Sentinelle de dérision. Alors lui, il m'a fait une envolée lyrique, il est carrément branché sur Alpha du Centaure. Il me parle d'abord des Indonésiens qui font du silat, parce qu'ils devaient se défendre contre les colosses de Japonais. Alors, je savais pas que les Japonais étaient des colosses, pour moi c'était plutôt des petits gabarits pour l'essentiel. Ensuite, il m'explique que le picaboo de Tyson, son pendulum, donc ça se fait de gauche à droite, que c'est difficile à ajuster pour le ciblage, etc. Il me parle de Li Junfang, qui utilise le pendulum d'avant en arrière dans l'axe frontal, voire diagonal, pour se mettre à distance rapidement. On s'en bat les couilles, mais vraiment, à aucun moment je te parle de ça. Et ensuite, il me parle de boxe taille, il me parle de kinésphère, et puis il conclut en disant il faut proposer des voies d'exploration pour s'enrichir, sinon vos élèves partiront explorer ailleurs plus vite que vous ne pourrez vous en apercevoir. Les gars, vraiment, c'est effrayant. Mais effrayant, c'est-à-dire l'incapacité que certains ont à structurer leurs pensées et à rester sur le sujet, à répondre sur le fond, je vous le dis, ça fait flipper. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas capable, parce qu'en plus un commentaire, vous avez le temps de le rédiger. Vous avez le temps de réfléchir, de relire, de réécouter la vidéo si nécessaire, donc c'est pas compliqué de faire un truc pertinent. Et malgré tout ça, les mecs ils sont chez eux au chaud, confortablement installés devant leur ordinateur ou leur téléphone, ils n'arrivent pas à faire une réponse cohérente par rapport au sujet. Donc on va pas passer 10 ans là-dessus, mais je trouve ça inquiétant, vraiment. Ensuite, on a Rémi OMG qui nous dit je fais du Krav Maga, ce que tu racontes est à 99% faux, personne ne vend ça comme un moyen de se défendre. C'est intéressant. Rémi nous explique que le Krav Maga et la self-défense, bah, c'est pas fait pour se défendre. Il ajoute c'est un ensemble de techniques qu'il faut répéter comme des katas pour obtenir des gestes fluides. Donc il semblerait que ce soit plus une discipline artistique, mais en même temps il nous dit en Krav tu boxes, tu t'assouplis, tu travailles sous stress, faut se renseigner avant de dézinguer des gens.
Donc on sait pas très bien de quoi il nous parle, c'est-à-dire que c'est des katas, le but c'est la fluidité, c'est le relâchement, mais en même temps il y a de la boxe, il y a des assouplissements, il y a du travail sous stress, mais c'est toujours pas fait pour se défendre. Donc Rémi, il voit comment désarmer des couteaux, il voit comment sortir de techniques d'étranglement, il apprend à mettre des coups de pied dans les couilles, mais c'est pas fait pour se défendre. Bon, les gars, si ça c'est pas de la mauvaise foi cosmique, je sais pas ce que c'est. Ou alors il est de bonne foi, et c'est encore plus inquiétant. Il va falloir vous mettre d'accord entre vous, parce que Rémi, il est dans vos salles de crave, hein. Je sais pas dans quel club il est, mais il a toujours pas compris ce qu'il faisait là, hein. Ensuite, on a l'argument du crave militaire, encore et toujours. Mais alors ça, c'est vraiment un truc dont on n'arrivera pas à se défaire. Et en plus, je me rends compte que ça touche énormément à l'émotionnel des gens. C'est presque une religion, hein. Il y a un fantasme là-dessus. On reviendra pas en arrière. C'est tellement profondément ancré dans les esprits que malheureusement, je vois bien, hein, dans les commentaires, ils en démordent pas. Donc on a François d'abord qui nous dit faut savoir que le RAID, le GIGN font du Krav Maga, il y a plusieurs formes de Krav Maga. Jérôme qui dit expliquez pourquoi on utilise le Krav Maga dans l'armée, vous êtes un sacré spécialiste vous, hein. Pirate Lagon qui me dit la critique est la force des faibles et des incompétents. Merci Pirate. C'est la seule chose qu'ils ont pour se justifier de leur critique. Si le Krav Maga était si nul, la Légion ne l'utiliserait pas. Fred qui ajoute, en parlant de moi, l'escroc c'est toi, merci Fred. Quand une technique de close combat a été choisie par le GIGN et des unités de la Légion étrangère, ou que Bas Rutten en dit le plus grand bien, c'est que le Krav Maga est hyper efficace. Notez, c'est pas juste efficace, hein, c'est hyper efficace. Ensuite, on a Ronan ou Ronan Lebert qui nous dit le Krav Maga est pratiqué à la Légion étrangère, au 13e régiment, je sais pas quoi, RDP, au GIGN et chez les SAS anglais. J'imagine que s'ils ne servaient à rien, ces unités ne perdraient pas leur temps, blablabla, blablabla. Alors, la réponse est déjà dans la première vidéo, hein. Moi j'ai expliqué que si ça pouvait arriver effectivement de faire du Krav à l'armée, et dans certaines unités spéciales, c'était à des fins de renforcement physique et mental, et que ça n'avait pas vocation à être utilisé sur le terrain, parce que le cas de figure où vous allez vous retrouver isolé de votre support logistique, isolé de votre groupe, sans armes, et vous retrouver à faire du 1 contre un mec, à essayer de lui enlever son USMC Kabar, ou son Glock, ou son AK-47, enfin c'est surréaliste, ça n'arrive pas dans un conflit, faut arrêter de regarder des films d'action, on n'est pas dans John Wick. Mais j'ai Georges Renaud qui a fait un commentaire intelligent, qui apporte un complément de réponse, donc je vais le lire parce que finalement il répond peut-être même mieux que moi. Georges nous dit tout d'abord bravo pour votre vidéo et vos commentaires réalistes et courtois qui restent dans le factuel. Eh bien merci Georges et merci pour ton intervention. Il poursuit j'ai lu tous les commentaires, il me semble que certains pensent savoir mais ne savent pas. J'en veux pour preuve les commentaires qui expliquent que les militaires apprennent le Krav, c'est faux, ils apprennent le Tior qui est un mix de plusieurs disciplines. Par ailleurs, et face à une agression au couteau, un militaire est formé non pas à riposter grâce à ces techniques, mais avec une éventuelle sommation ou pas, et à un tir de neutralisation, point barre. Donc si vous êtes armé, que vous voyez un type qui arrive et qui commence à gesticuler en hurlant avec une grenade à la main, vous lui faites fermer sa gueule en le mettant en joue alors que vous êtes encore à 50 mètres, et si vous voyez qu'il n'y a pas moyen de le raisonner, vous lui mettez une balle dans la tête. Voilà, c'est ça la réalité du combat, hein. C'est pas un mec qui pose son FAMAS et qui dit vas-y 1v1 sur la colline. Je suis désolé, hein. Alors, certains vont dire ouais t'abuses, tu caricatures, mais je vous assure que dans les commentaires, il y a des mecs qui pensent ça. Et là, j'ai pas mis tous les commentaires, hein. Donc il faut vraiment sortir de ce fantasme du Krav militaire et je vous dis, hein, allez voir la première vidéo, parce que finalement, ma réponse est déjà dans la première vidéo. On continue avec des commentaires qui m'expliquent que non, contrairement à ce que je dis dans la première vidéo, le Krav ne vend pas du rêve. D'abord, on a le Zahir qui me dit tout bon professeur de Krav Maga tient le même discours que vous sur les attaques soudaines et non anticipables. Il n'y a pas de miracle, de même les profs sérieux ne vous vendent pas du rêve du style apprendre à vous défendre en 10 leçons. Oui, c'est la formule un peu provocatrice que j'avais utilisée dans la première vidéo. L'idée c'était de faire comprendre qu'il y avait un abus sur les délais et la facilité d'apprentissage. 10 leçons, c'est peut-être un peu exagéré, mais c'est l'idée qui est importante. On a Mathieu Vidal aussi qui nous dit bonjour, pas du tout d'accord avec votre analyse qui part d'un postulat faux. Le Krav Maga serait une technique magique et surpuissante. Non, c'est tout le contraire de ce qui est vraiment enseigné dans les cours de Krav Maga. Enfin, j'ai Pierre Blin qui me dit non, on n'apprend pas 2 ou 3 techniques miracles qui demandent peu d'efforts. Vous interprétez d'une manière tout à fait subjective. On essaie de rester en vie, c'est tout. Alors, je vais répondre à ça de manière très simple et je vais donner un exemple pour que les gens comprennent bien. Le prof n'a pas besoin de vous dire que les techniques sont miraculeuses, surpuissantes ou magiques.
Mais par contre, dans la pédagogie qu'il va avoir, dans la façon qu'il va avoir de mener ses démonstrations et de mener ses exercices, de paramétrer des agressions hypothétiques, il va en accréditer l'idée chez vous. Et pour que vous compreniez où je veux en venir, je vais vous donner un exemple. On a Christiane. Christiane, elle pèse 50 kilos. Elle est coincée dans son appartement du 9-3, malheureusement pour elle. Conjoncture économique oblige, elle n'a pas les moyens de déménager. Donc, comme elle a ce fameux sentiment d'insécurité, hein, comme dirait BFM TV, elle cherche quand même une solution immédiate, une solution à court terme. Elle est dans la survie, Christiane, donc elle veut pouvoir rentrer chez elle le soir sans s'inquiéter outre mesure. Elle sait aussi qu'elle est entourée par de plus en plus de chances pour la France, dont l'outil de prédilection est le couteau. C'est forcément l'outil privilégié des ingénieurs et des médecins en devenir. Donc Christiane partage son sentiment d'insécurité avec sa meilleure amie qui lui dit, tu sais, moi, ma sœur, elle s'est fait agresser, violer il y a quelques années, c'était vraiment pas drôle, elle a du mal à s'en remettre. Aujourd'hui, pour ne plus que ça se reproduise, elle prend des cours de Krav Maga. Alors Christiane, évidemment, des étoiles plein les yeux, demande «Mais c'est quoi le Krav Maga?» Alors sa copine lui explique, elle lui dit «Bah, c'est, la méthode de combat des militaires israéliens, tu sais, ils gèrent des terroristes au corps à corps, très régulièrement, donc c'est très impressionnant, c'est très efficace, c'est pas du tout comme la boxe, hein, là tu mets pas juste des coups de poing, des coups de pied, hein, là t'exploses des couilles, t'exploses des yeux, vraiment le but c'est de terminer le combat le plus vite possible pour pouvoir t'enfuir». Alors Christiane, elle est impressionnée, elle se dit: «Ouh là là, attention, c'est pour les gens sérieux le Krav Maga, Elle se dit: «Bon bah je vais aller me renseigner, je vais aller voir». Bon, alors Christiane va faire son cours d'essai dans un cours de Krav Maga du coup. Elle arrive et puis, elle explique, sa situation, le prof très accueillant, très sympathique, lui dit: «Tu sais Christiane, nous, ici on accueille, tous les publics, le but c'est pas de faire de vous des super-héros, mais c'est vraiment de faire en sorte que dans la rue vous puissiez vous en sortir». Christiane, elle se dit, mais c'est parfait. En plus, c'est un discours qui semble sensé, raisonnable. Autour de moi, je vois des gens vieux, moins vieux, des hommes, des femmes, des costauds, des moins costauds. Donc elle se dit, c'est rassurant en plus, parce que contrairement à un cours de MMA ou un cours de boxe, j'ai l'impression d'avoir ma place. Donc Christiane, elle est vraiment mise en confiance, elle est heureuse d'être venue. Alors le prof va voir Christiane et il lui dit, écoute, aujourd'hui, ça tombe bien que tu sois venu nous voir parce que le thème de la séance, le thème du jour, c'est la défense contre les attaques au couteau. Parfait, se dit Christiane. En plus, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus dans les faits divers, donc je suis bien tombé, je suis pas venu pour rien. Le prof va donc présenter à Christiane son partenaire d'entraînement, son binôme, un certain Karim, 1,85 m pour 85 kilos, un beau bébé, un solide gaillard qui n'est d'ailleurs pas sans lui rappeler ses voisins de palier, qui fument la chicha dans la cage d'escalier et qui hurlent souvent la nuit, empêchant Christiane de dormir, mais c'est un autre sujet. Alors les choses se mettent en place. L'enseignant, très soucieux de la pédagogie et du bien-être de Christiane, prend le temps de lui expliquer. Voilà, Karim, il va t'attaquer avec un couteau en plastique, il faut pas que t'aies peur, hein, il faut pas que tu sois intimidé par son gros gabarit. Moi, je vais t'expliquer comment t'es censé te défendre. Ne t'inquiète pas si tu n'y arrives pas tout de suite, on va faire les choses au ralenti, on va recommencer plusieurs fois, le but c'est que tu sois vraiment à l'aise, donc ça sert à rien de te faire paniquer tout de suite. Christiane se dit vraiment, j'ai de la chance d'avoir un prof aussi consciencieux et aussi pédagogue. Très bien. Karim, on lui explique comment il va attaquer. Alors voilà les choses telles qu'elles se déroulent sous nos yeux ébahis. D'abord, on a Karim qui sort le couteau de sa poche. Il est à 3 mètres de distance de Christiane. A priori, Christiane se demande pourquoi Karim attaque d'aussi loin, mais c'est sa première séance, elle va pas commencer à la ramener, donc elle ferme sa gueule et elle fait ce qu'on lui demande. Karim sort donc le couteau de sa poche et le met au-dessus de sa tête. Il tend le bras et il fonce vers elle dans une espèce d'attaque plongeante en arc de cercle, vraiment une trajectoire descendante, dont le but est vraisemblablement d'ouvrir le pauvre crâne de cette petite Christiane en lui perforant le lobe frontal avec énormément de force et d'impact. Karim, il a l'impression de manipuler une hache de guerre dans la main, mais encore une fois, lui aussi, il fait ce qu'on lui demande. Alors Christiane, elle y va de son petit blocage à l'équerre avant-bras contre avant-bras, une technique tout droit sortie du karaté Shotokan, le spectre de ce fameux karaté qui a apporté tellement d'avantages à tous les arts martiaux et à tous les sports de combat. Et Christiane, elle se dit, bon maintenant je fais quoi? Alors le prof lui dit, panique pas, t'as bloqué son cou, le couteau est à 2 mm de ta tête, maintenant tu vas aller attraper son poignet avec ton autre main, et tu vas tirer vers lui, tordre à droite, tordre à gauche, plier l'articulation. Karim, qui ne fait que 35 kilos de plus que toi, malheureusement, il peut rien faire. Enfin, malheureusement pour lui, mais heureusement pour toi. Et donc, tu vas réussir à le mettre au sol. Une fois qu'il est au sol, tu vas pouvoir lui enlever le couteau de la main, donc le prof lui explique comment faire, et tout de suite après, tu t'en vas en courant. Tu prends la fuite, et évidemment, tu appelles les secours, la police, etc., ta mère pour lui dire que tu vas bien, tout ce que tu veux.
Alors Karim, il se relève, vraiment la douleur au poignet est insupportable, hein, et il va voir le prof quand même. Il dit: «Mais coach, il y a un truc que j'ai pas compris». Alors le prof, il fronce un peu les sourcils, mais il est prêt à écouter la requête de notre cher Karim. Karim, il dit au prof: «Mais coach, je comprends pas, si vraiment je veux tuer Christiane, parce que vraisemblablement, vu la nature de l'attaque, c'est de la tuer. Là, c'est pas lui demander son argent ou lui soutirer des informations quelconques. Donc si vraiment mon but c'est de la tuer, pourquoi je me grille comme ça à 3 mètres de distance et pourquoi je fais une attaque plongeante qui est extrêmement téléphonée et que je brasse à mort de l'air, alors que je pourrais tout simplement me rapprocher de Christiane, lui mettre plein de petits coups dans le ventre comme une énorme salope vu que je suis censé être un agresseur, et à ce moment-là, la pauvre, elle se fait perforer toutes les organes, elle tombe par terre, elle meurt dans une mare de sang, et le temps que l'ambulance arrive, c'est trop tard. Enfin, ce serait quand même beaucoup plus efficace si je voulais tuer cette pauvre Christiane que d'agiter un couteau comme un fou furieux pour que tout le monde me repère et qu'elle ait le temps de réagir. Karim, il ajoute: Coach, c'est pas parce que je suis un agresseur que je suis forcément débile. Pourquoi je me servirais d'un couteau d'une façon qui néglige, qui neutralise tous les avantages d'en avoir un? C'est-à-dire que j'ai un couteau, mais je l'utilise pas comme un couteau, donc au final, ça sert à rien. À ce moment-là, autant que j'aille carrément mettre une patate à Christiane, ou alors que j'utilise une arme tout à fait différente. Mais là, vous me faites attaquer Christiane avec un couteau, comme si, encore une fois, j'avais une arme lourde dans la main. Ça n'a pas de sens. Alors là, l'instructeur, qui commence un peu à perdre patience, il dit à Karim: «Bon écoute, de toute façon, si tu l'attaquais de façon réaliste avec un couteau, on est d'accord qu'elle a aucune chance, elle va mourir». Karim, il dit: «Bah ouais, justement, c'est ce que je dis». Donc le prof, il dit: «Voilà, donc on est obligé de paramétrer une attaque qui soit défendable, parce que de toute façon, sinon, il y a rien à faire travailler. Christiane, elle se prend un coup de couteau, elle meurt, et puis fin de l'histoire. Donc si on n'attaque pas comme ça, on fait rien, on travaille pas le couteau. Donc on est obligé de faire un truc qui soit un peu...» Mais alors Karim, il comprend pas, il dit: «Oui, mais du coup, pourquoi?» Enfin, il dit: Là, on voit une méthode de défense contre une attaque au couteau qui, dans les attaques au couteau, a 0,0001% de chance d'arriver. À moins que le mec il soit complètement sous-produit, complètement halluciné, il a pris de l'acide, il a fumé la moquette, voilà, il vous attaque comme dans un film d'horreur. Mais il dit: mais sinon ça n'arrive pas, donc pourquoi on se fait chier à apprendre tout ça? Alors là, le coach, il en a plein le cul, et il dit à Karim: écoute, moi j'ai fait mon service militaire en Israël, donc tu vas pas m'expliquer comment le craft ça fonctionne, fais ce que je te demande. Regarde, Christiane, elle est contente, elle est heureuse, elle a passé un bon moment, elle sourit, elle a l'impression d'avoir des chances de survie dans la rue, laisse-la sur cette émotion positive, et viens pas tout gâcher. Bref, le cours se poursuit et se termine dans la joie et la bonne humeur. Christiane décide donc d'aller voir le prof à la fin du cours et lui annonce qu'elle va s'inscrire au Krav Maga. Elle revient, et puis les semaines, les mois, les années passent, et Christiane arrive à sa 5e année de Krav Maga et valide sa ceinture noire. Autant dire qu'elle n'est pas peu fière de cet accomplissement, elle qui n'avait pas fait d'études longues et qui n'avait pas d'exploits sportifs à son historique, eh ben, elle est bien contente aujourd'hui de pouvoir dire en société qu'elle est ceinture noire de Krav Maga, la discipline des militaires israéliens qui combattent des terroristes à coups de pied dans les couilles. Alors, ça suscite la curiosité de l'assemblée, hein, à chaque fois au restaurant, avec des amis, avec sa famille: «Ah ouais, tu fais du Krav Maga et tout? Ah franchement, je t'en pensais pas capable. Oh, tu m'impressionnes, Christiane, hein, vraiment, il faut pas t'embêter, hein, ouh là là, tu dois être dangereuse, hein». Christiane, elle est quand même très heureuse d'être valorisée de la sorte, et on la comprend. Et quelque part, on est content pour elle, on est vraiment content pour Christiane. Christiane rentre donc chez elle, non sans avoir longuement fanfaronné au restaurant sur, ses qualités martiales, et malheureusement pour elle, sur le trajet du retour, elle fait une mauvaise rencontre. Elle tombe sur Abdallah, un migrant malien qui a fait la guerre alors qu'il était enfant et qui manipulait des AK-47 alors qu'il avait déjà 5 ans. Christiane, sentant vraisemblablement le danger, car elle a appris aussi, au cours de ses années de Krav Maga, à développer son instinct et sa vigilance, essaie de changer de trottoir. Mais ce move n'est pas du tout du goût d'Abdallah. Christiane accélère le pas, mais malheureusement, Abdallah traverse la rue, la rattrape et profane ce qui semble être des insultes dans sa langue maternelle, en tout cas sur un ton visiblement très agressif, suivi quand même en français d'un sale pute, tu vas voir ce que tu vas voir. Il attrape Christiane par le col et il lui explose la partie occipitale du crâne contre l'arrêt de bus. Christiane, un peu prise de panique, mais n'en démordant pas sur ses qualités martiales, décide d'envoyer un coup de pied dans les couilles à notre cher Abdallah. Malheureusement, et contrairement aux attentes de Christiane, qui a pourtant répété cette frappe légendaire pendant 5 longues années de Krav Maga, Abdallah ne s'effondre pas du tout sous le coup de la douleur. Alors on ne sait pas très bien si c'est à cause de sa prise de produits stupéfiants, si c'est à cause de son énervement incroyable, ou peut-être de son énorme bangala qui aurait amorti le choc, mais enfin toujours est-il que Abdallah est toujours là, bel et bien là. La suite de l'histoire est beaucoup trop sordide pour être racontée dans cette courte vidéo, et la nuit ne fait malheureusement que commencer pour Christiane. On apprendra dès le lendemain matin, dans la rubrique Faits divers du journal local,
que le corps froid de Christiane a été retrouvé dans une poubelle et l'autopsie révélera de nombreuses traces de semences d'origines diverses. Une marche blanche sera bien évidemment organisée par sa famille et ses amis en hommage à Christiane. Hashtag plus jamais ça, hashtag ensauvagement, hashtag barrage à la haine. Et c'est aujourd'hui dans le club de Krav Maga de Christiane que trône une petite photo de notre ami avec comme sous-titre il fallait t'entraîner plus, t'as merdé, le coup de pied dans les couilles, pourtant ça devait fonctionner. Bref, pourquoi je vous ai raconté cette histoire de con? Là, on va redevenir sérieux 10 minutes. C'est parce que je veux vous faire comprendre que vendre du rêve à quelqu'un, il n'y a pas besoin d'aller lui expliquer que la technique elle est magique ou que ça va marcher à tous les coups. Mais en lui expliquant des choses délirantes et en accréditant l'idée chez elle qu'il est déjà juste possible de faire quelque chose contre un mec qui fait 30 kilos de plus que toi, tu lui vends du rêve indirectement, parce que c'est pas vrai. C'est pas vrai, les gars. Moi, je fais 87 kilos. Je vous assure, je dis pas ça pour faire le malin ou quoi, parce que pour le coup, il n'y a aucun mérite. Mais 87 kilos, si j'attrape une nana de 50 kilos, elle est finie, c'est terminé. Si je suis un agresseur, elle va rien faire. Elle va rien faire. Avec un bras, je vais l'acheter comme un sac poubelle sur le trottoir. Donc il n'y a pas de tu vas attraper mon poignet, tu vas me tordre dans tous les sens, ou tu vas me mettre un coup de pied dans les couilles. Avant même qu'elle m'ait mis un coup de pied dans les couilles, si je lui mets une gifle, déjà, elle est dans le coma. Et enfin, faut être sérieux, les gars, hein. Vraiment, je vous parle de la réalité, là. Donc oui, j'entends les arguments de Le Zahir, de Mathieu et de Pierre, qui me disent non, mais les profs, ils nous disent que ça marche pas à chaque fois, ils nous disent pas que c'est miraculeux, etc. Oui, vos profs, c'est pas des idiots sur le plan marketing, bien sûr, qui vont pas le verbaliser comme ça. Mais encore une fois, le simple fait de pratiquer certaines choses, de faire certaines démonstrations, de mettre en place certains exercices qui n'ont aucune chance d'offrir des perspectives concrètes dans la rue, c'est une façon, indirectement, de vendre du rêve. Et c'était mon propos de départ. Ensuite, on a d'autres commentaires alors qui m'expliquent que c'est normal de faire les techniques au ralenti, c'est la pédagogie. Oui, parce que dans ma première vidéo, j'avais dit que toutes les démonstrations et tous les exercices, c'était systématiquement fait au ralenti, en commençant à 3 mètres de l'adversaire, enfin comme dans l'histoire que je viens de vous raconter, en brassant de l'air, en faisant tout pour être le plus visible possible et donc le plus défendable possible. Alors j'ai Sentinelle de dérision qui me dit que travailler au ralenti, ça permet d'éviter une blessure si la cible visée est un point vital principal, tel que les yeux ou les parties génitales. Qui me dit aussi la lenteur et le laisser-faire au prof permet à l'auditoire de comprendre les appuis, les déplacements, l'enchaînement. Donc oui, il me dit qu'en gros, c'est fait avec un objectif pédagogique. J'ai Ga3771 qui me dit la salle c'est pas la rue, les coups sont pas réellement donnés, ben oui, la bonne blague. Les techniques sont faites au ralenti. Pareil, la bonne blague, c'est pourtant comme ça qu'on débute l'apprentissage des techniques, même au MMA. Donc moi, j'insiste, je vous dis pas que il faut faire tout à vitesse réelle quand vous êtes encore en phase de découverte. Bien sûr, c'est con. Même si moi, j'apprends la boxe à mes gars, je vais pas leur mettre une esquive rotative avec un double crochet au corps à pleine vitesse. Les mecs, ils vont absolument rien comprendre. Donc c'est logique, quand vous montrez le mouvement au tout début, de le faire au ralenti. Mais attention, il y a une nuance. Déjà, le faire au ralenti la première fois, ça veut pas dire dénaturer le mouvement. Et c'est là déjà où on commence à avoir un problème. C'est que les gens pensent que ralenti, ça va forcément de pair avec le fait de commencer à 3 mètres de l'adversaire et brasser de l'air au maximum. Non. Si moi j'apprends un uppercut à mes gars, je fais un uppercut. Je fais pas un truc bizarre qui part en arrière avec un espèce de mouvement de moulinet pour que le mec il ait 10 fois le temps de le voir arriver. Il faut qu'on reste sur un stimulus correct. Donc si j'apprends l'uppercut à mes gars, je fais un vrai uppercut propre qui commence à la bonne distance, avec le bon angle. J'essaie pas de téléphoner le truc de manière exagérée pour que l'autre il ait le temps de le voir arriver. Alors certes, je vais le faire au ralenti dans un premier temps, enfin je vais pas le faire à 2 à l'heure non plus, hein. Et dès que l'autre il va se sentir à l'aise, je vais accélérer et puis je vais ajouter de l'incertitude spatio-temporelle, c'est-à-dire qu'on va induire des déplacements, il va y avoir plus de possibilités en termes de répertoire technique, c'est-à-dire il n'y aura pas juste l'uppercut, on va rajouter d'autres choses, et à la fin on sait plus très bien quand est-ce que ça part et on essaie de se débrouiller avec ça. C'est comme ça qu'on travaille, pas seulement chez moi, mais normalement dans toutes les disciplines. Moi, ce que je reproche au Krav, c'est de se cacher derrière cette soi-disant phase de découverte pour continuer de cette façon-là pendant des années à proposer des trucs au ralenti qui toujours sont hors distance, avec des angles improbables, etc. Moi, je vous dis, hein, j'invente rien. Vous regardez les vidéos des stages d'hiver de Richard Douyeb, les derniers qui sont disponibles sur YouTube, je les ai survolés, donc je sors pas ça de mon chapeau magique.
Vous voyez encore chez des mecs qui sont deuxième d'arga des attaques au couteau complètement claquées. Le mec il tend le bras et ensuite il avance. En fait, il croit que son couteau c'est une lance. Mais c'est n'importe quoi, enfin, personne attaque comme ça avec un couteau. Et pourtant, le mec, ça fait des années qu'il pratique ça, donc il faut arrêter. Quand est-ce qu'ils vont s'y mettre à faire des attaques réalistes? Mais moi, c'est ce que je disais dans ma première vidéo. La vérité, c'est qu'ils ne peuvent pas faire des attaques réalistes. Parce que sinon, le mec en face, il perd 15 organes. Enfin, même si c'est avec un couteau en plastique, bien sûr, mais sur l'idée, il perd 15 organes. Donc si tu veux que l'autre en face, il puisse faire quoi que ce soit, t'es obligé, pas seulement de le faire au ralenti, hein, mais de dénaturer l'attaque dans son ensemble. C'est-à-dire la vitesse, la distance, l'angle, l'amplitude, et à la fin, tu te retrouves avec un truc qui n'a absolument plus rien à voir avec l'attaque que tu vas subir dans la rue. Ensuite, on enchaîne avec deux autres commentaires qui ont trait au réalisme dans le comportement de l'agresseur lors des entraînements. J'ai Bruce Dickinson 77 qui me dit qu'il est ridicule de critiquer le manque de réalisme d'un assaillant au prétexte que les agresseurs ne sont pas des sportifs accomplis ou des ceintures noires. J'ai Azerty 454 qui me dit que c'est pas très charitable de prendre comme exemple les attaques totalement indétectables, gratuites ou en groupe, parce que c'est sûr que dans ce cas-là, on peut rien faire, et que la plupart du temps, il y a quand même un intérêt autre que l'agression pure. Sous-entendu, si le mec il est là pour te voler ton téléphone ou ton portefeuille, son but c'est pas de te tuer tout de suite par surprise. Alors il y a du vrai et du moins vrai. S'il est vrai qu'effectivement le mec qui veut te voler un truc, il a aucun intérêt à te buter tout de suite, faut quand même signaler qu'on a une augmentation considérable, alors là j'ai pas les statistiques sous les yeux, hein, mais je sais que c'est en forte hausse, des agressions gratuites, juste pour le plaisir de tuer ou de buter du blanc ou je sais pas trop quoi d'autre. Donc si, non seulement ça existe, mais c'est de plus en plus répandu. Et pour répondre à Bruce Dickinson, est-ce que parce que le mec qui t'agresse, c'est pas Mike Tyson, ce sera effectivement souvent un petit branleur, est-ce qu'il faut partir du principe que le mec il va faire n'importe quoi, qui va se laisser fracasser, ou qui va faire une attaque complètement surréaliste? On en revient à ce que je disais tout à l'heure par rapport au couteau. Moi je parierais pas là-dessus, hein. Je vois pas le lien entre le fait de se faire attaquer par un mec qui n'a pas de très grande qualité martiale et le fait de proposer des choses qui ne sont pas réalistes. Tu vois, le lien de causalité entre les deux, pour moi, il n'est pas évident, hein. Je sais pas pourquoi vous raisonnez comme ça. C'est de se dire, ok, on fait des choses qui sont pas folles, des trucs qui ont quand même assez peu de chances d'arriver, qui vont être effectivement très très durs à défendre dans la rue si on se met en conditions réelles, mais bon, on va pas se faire attaquer par Mike Tyson, donc ça passera. Désolé, mais je ne comprends pas le raisonnement, vraiment. Parce qu'à un moment donné, il faut quand même dire les choses, hein. Même un mec qui a jamais fait de sport de combat, et même un mec qui est pas dans une forme olympique, si le mec il t'agresse, il t'a donné un coup de poing, il va ramener son poing, il va t'en renvoyer un autre. Il va pas attendre que tu lui attrapes le poignet. Tu vois, ça c'est un truc par exemple qu'on voit dans les salles de Krav, moi je vous dis ça n'existe pas. J'ai vu des mises en situation où les mecs se faisaient attraper des coups de poing, c'est surréaliste. Et même un branleur qui traîne à la sortie des boîtes de nuit, tu lui attraperas pas le poignet, donc à quoi ça sert? Tu vois? Il n'y a pas que les attaques au couteau, hein, il y a plein d'autres trucs comme ça. C'est comme le mec il t'attrape la gorge, alors il a les deux pieds sur la même ligne, il a aucune stabilité, il est face à toi, il a les bras fléchis et il te serre la gorge. Vous avez déjà vu des trucs comme ça, vous? Parce que moi j'ai jamais vu ça de ma vie, hein. Les rares fois où j'ai vu quelqu'un saisir la gorge de son adversaire, c'est que le mec il lui prend la gorge par exemple bras tendu avec la main gauche et en même temps il lui met des énormes patates avec la main droite. C'est complètement ridicule de sacrifier ses deux mains, de fléchir les coudes et de se mettre à une distance où l'autre il peut te défoncer la tête. Enfin là c'est même pas que vos assaillants c'est pas des sportifs accomplis, c'est que vous partez du principe que ce sont des débiles, c'est surtout ça le problème. Enfin voilà, vous l'avez compris, moi je suis pas du tout d'accord avec ce genre d'argument, mais bon, c'est, je pense qu'on n'arrivera jamais à trouver un terrain d'entente là-dessus, parce que c'est le rapport qu'on a avec l'affrontement, avec la réalité, et ça correspond aussi à notre expérience martiale, c'est-à-dire que moi, j'ai pris des coups dans la gueule pendant des années en boxe. J'ai conscience, par exemple, de la vitesse d'un simple coup de poing. J'ai conscience aussi, j'ai des notions de distance, j'ai des notions d'appui. Je sais qu'il y a des trucs, c'est juste pas possible que tu sois attaquant ou défenseur. Vous avez pas la même vision des choses. Bon, bah, ok, de toute façon, c'est pas très grave, hein. Mais voilà, pour moi, ça marche pas, quoi. Ensuite, j'ai ceux qui me disent que je peux pas critiquer le Krav parce que j'ai pas assez testé. Et j'ai carrément ceux après qui m'invitent à venir tester chez eux dans leur club à l'autre bout de la France, ou les mecs qui me contactent sur Insta pour me demander des 1v1. Parce que oui, il y a des nerveux qui aiment pas qu'on critique leur discipline, et les mecs, la seule réponse qu'ils ont à offrir, c'est un 1v1.
Ce qui permettra pas d'ailleurs de répondre aux 6 dysfonctionnements de départ, hein. En fait, ça ne répond absolument pas sur le fond, que le mec gagne ou qu'il perde contre moi. Je vois pas ce que ça a à voir avec ma critique du Krav. Qu'est-ce que c'est censé prouver en fait? Là aussi, ce sera hors sujet. Alors moi, je suis très serein, hein. Je vais tout vous dire, hein. Moi, je fais 1m82 pour 87 kilos, j'ai 15 ans de boxe derrière moi, j'ai été pratiquant, entraîneur et formateur, essentiellement de l'anglaise, un peu de kick. Moi, faire un duel avec un craviste, enfin, je l'ai déjà fait des centaines de fois, donc un de plus, un de moins, ça va pas changer grand-chose. Mais surtout, ça ne répond pas aux problèmes de départ, qui sont voilà, l'argument militaire, le réalisme des attaques, la condition physique des mecs. Alors si, la condition physique, c'est peut-être le seul truc qu'on verra en sparring pour le coup, mais pour les autres arguments, ça changera absolument rien. Bon, et du coup, pour les mecs qui me disent que j'ai pas assez testé, le problème c'est que c'est un argument sans fin. Parce que si je leur dis, bah si, j'ai testé le Crave, ils vont me dire, t'as testé combien de temps? Alors si je dis 2 jours, ils vont me dire, bah non, fallait tester 2 mois. Si je dis j'ai testé 2 mois, ils vont me dire, bah non, fallait tester 2 ans. Si je dis j'ai testé 2 ans, ils vont me dire, bah oui, mais t'étais pas dans le bon club. Alors si je leur donne le nom d'un club, ils vont me dire, bah non, fallait essayer celui-là. Ah, puis au final, t'étais pas dans la bonne fédé. Enfin, vous voyez, l'argument est sans fin. C'est-à-dire que je ne me base pas sur mon expérience personnelle du Krav, bien que j'ai déjà testé le Krav, justement, pour répondre à la question. Oui, oui, j'ai déjà essayé, il y a longtemps, hein, mais j'ai déjà essayé. Mais c'est une expérience personnelle qui relève de l'anecdote. Je peux raconter n'importe quoi sur ce que j'ai vécu, on s'en fout, c'est pas représentatif. Ce qui est représentatif, c'est des vidéos de travail qui sont mis en ligne par la FEKM et la FFKDA, parce que là, pour le coup, c'est du travail normalement réaliste, représentatif, de ce qui est fait avec des ceintures noires dans des stages, dans des passages, enfin dans des examens de graduation, et dans des cours ordinaires. Donc c'est là-dessus qu'on peut s'accorder, parce qu'on a tous la même vidéo sous les yeux. Si chacun commence à raconter sa propre anecdote, oui alors moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ça, moi j'ai été dans le club machin, j'ai aucune preuve à t'apporter, mais je te jure, hein, je te jure que chez moi ça marche super, on fait les choses bien, bah ouais mais je suis désolé de pas croire sur parole ce qu'on me raconte, hein, pardon, hein, mais voilà, chacun sur internet peut te raconter ce qu'il veut. Donc c'est pour ça qu'on est obligé de se baser sur des vidéos les gars. À un moment donné, on s'en fout de ce que j'ai fait. Et pour en revenir à ceux qui me proposent des défis ou qui me disent ouais vas-y viens visiter mon club, tu vas voir, t'es à côté de la plaque, on travaille pas du tout comme tu l'imagines, etc. Moi j'apprécie la proposition, hein. Même si je sens qu'il y en a, ils veulent juste voilà, se frotter un peu à moi pour me faire fermer ma gueule, parce que je suis pas idiot, hein, je sais très bien ce qu'il y a derrière ce genre de proposition aussi. Moi je vais être franc avec vous les gars, hein. Dans l'absolu, j'ai rien contre, mais encore une fois, premièrement, ça répondra pas à la première vidéo que j'ai fait, il y aura aucune réponse de données sur le fond, et surtout, moi, vos clubs perdus au fin fond de la Creuse ou de la Meurthe-et-Moselle, où il faut se taper 250 balles de TGV et 500 balles d'hôtel parce qu'il faut que je fasse un stage de 3 jours chez vous pour voir comment vous travaillez, vous êtes gentils, j'ai rien contre vous, hein, tout va bien, mais j'ai pas que ça à foutre, quoi. Faut être sérieux 2 minutes. Tu peux pas proposer à tous les mecs qui font une vidéo sur le Krav de traverser la France pour venir voir chez toi comment ça se passe. Faut être lucide. Et je vous l'ai dit, moi, des kravistes, j'en ai pratiqué pendant des années. Donc j'ai pas besoin d'en avoir un de plus, d'aller voir un club de plus. Mon opinion sur le Krav, ça fait 10 ans que c'est la même et elle a très peu bougé. J'ai dû rencontrer peut-être, allez, je vais être honnête avec vous, un entraîneur sur qui j'aurais des nuances, des réserves. Je me dis, bon, ok, lui, il fait du craft, c'est un craft très particulier, c'est un peu différent, ça rentre pas tout à fait dans ma critique. Ça m'est arrivé une fois en 10-15 ans. Donc bon, vos rendez-vous, encore une fois, vous êtes bien gentils, mais... Enfin bref. On continue avec 2 commentaires, alors assez intéressants, parce que là, du coup, c'est une critique que j'avais pas faite dans ma première vidéo, et que je vais pouvoir faire maintenant. C'est des gens qui me disent que le Krav il évolue et que en gros voilà on met les gants, on est dans la cage, on se met sur la gueule, et que ça devient en somme pratiquement du MMA. D'abord j'ai Eric78 qui me dit le Krav Maga évolue, il suffit de voir les compétitions de Krav Maga en combat, défense et même maintenant dans l'octogone, notamment en K-Mix. D'ailleurs il y a eu tout récemment des championnats de France, il faudrait d'abord se renseigner un peu avant de critiquer, bon d'accord. Et Guillaume qui me dit 80% du craft, c'est de la boxe pied-point en fait, avec quelques techniques de sol et un peu de cinéma en plus. Il ajoute les défenses couteaux, c'est du flanc, mais c'est marrant à travailler. Alors c'est quand même intéressant de faire ce genre de remarques parce que du coup, si ton Krav Maga, ça devient du MMA ou du kick avec supplément couteau en plastique, je pose une question très simple, quel est l'intérêt de ne pas faire directement du MMA? Si tout ce qu'il y a de plus sérieux dans ta discipline, c'est du MMA, fais du MMA à ce moment-là. Parce que ce qui est dans l'ADN du craft, ce qui est censé apporter une plus-value à la discipline, c'est justement l'aspect self-défense. Moi, j'ai rien contre le fait que ça se transforme en sport de combat, hein. À la limite, je préfère. Moi, je trouve ça plus sérieux, pour tout vous dire.
Mais du coup, on se retrouve avec une discipline qui a le cul entre deux chaises. C'est-à-dire, ça se veut toujours un truc de self-défense. En même temps, ça veut évoluer vers un sport de combat, parce que bon, bah, les mecs sont pas fous, ils voient bien que le MMA ça explose, et ils se disent, faut quand même qu'on arrête de passer pour des glands, il faut vraiment qu'on se mette sur la gueule. Donc le raisonnement est très bon, hein, j'applaudis. Mais du coup, à la fin, on finit avec quoi? On finit avec un truc où c'est 80% du MMA et 20% c'est voilà, on fait mumuse avec des couteaux en plastique. Bah faites du MMA directement alors les gars. Si c'est pour faire des compétitions, parce qu'une compétition c'est sportif, ça n'a pas vocation à te faire survivre dans la rue, c'est une compétition avec des règles, etc. Si tu finis dans une cage à faire des compètes avec une coupe, une médaille, etc., déjà que vous avez des ceintures, bon bah ça y est, c'est un sport. Donc parlons plus de self-défense, et peut-être même parlons plus de crave, pas parlons d'autre chose. Moi, c'est une critique que voilà, c'est une espèce de bouteille que je lance à la mer, hein. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a deux formes de crave. Il y a le crave qui veut rester très traditionnel, très self, avec finalement tous les défauts que j'ai exposés dans ma première vidéo. Et le crave qui veut se moderniser, qui veut devenir plus sportif, mais qui du coup, sans s'en rendre compte, devient un genre de sous-MMA avec option couteau en plastique. Voilà, c'est ma vision des choses. Je dis pas qu'elle est vraie, je dis pas qu'elle ne peut pas évoluer sur ce point précis en tout cas, mais du coup j'ai du mal à comprendre l'intérêt de la pratique de nos deux amis là. Bon, petit commentaire juste pour rigoler parce que lui il est absolument exceptionnel et j'en ai d'autres, hein, des comme ça, je les ai pas tous mis parce que c'était un festival. Donc lui il me dit, un jour j'étais bourré mais pas trop, j'ai piqué un fruit sur un étalage d'une boutique, le mec est sorti et m'a pris à la gorge par derrière avec une tige métallique. Genou dans le dos, du moins il a essayé. Je n'ai pas eu le temps d'avoir peur vu mon état, bah oui le mec était bourré donc forcément. J'ai appliqué une technique de crave, style défense contre étranglement arrière fait avec un bras et l'autre main qui aide à la technique. J'ai fait le mouvement, disons dégager le bras en passant dessous tout en pivotant, mais je n'ai pas appliqué la technique à fond. Le commerçant est rentré tout de suite dans sa boutique. Ça m'avait choqué et rentré chez moi, j'ai appelé Richard Douilleb qui était le prof à l'époque, je m'entraînais rue de Trévise. Alors le mec est bourré, il vole un fruit ou un légume sur un étalage à l'extérieur. L'épicier il sort, il essaie de l'étrangler. L'autre il lui fait une technique de crave. Il repart vainqueur après avoir commis son larcin et après avoir malmené l'épicier. Et son premier réflexe, c'est d'appeler son prof de l'époque, donc Richard Douilleb, pour lui raconter. Enfin, c'est lunaire. Je me dis, c'est pas possible, le mec il troll. Dites-moi qui troll. D'ailleurs, l'autre lui répond, je pense que t'as toujours pas décuvé quand t'as écrit ton com. C'est bref, vous avez des gars comme ça dans les cours de crave, putain, faut pas vous étonner que j'ai pas envie de venir, hein. Bon alors, en conclusion, histoire que ça dure pas 10 ans, surtout que je pense que j'ai déjà beaucoup trop parlé du crave par rapport à l'intérêt réel que ça suscite chez moi, qu'est-ce que vos commentaires me disent sur vous et sur le crave en général? Bon, la première chose, c'est qu'il y a d'énormes biais cognitifs et émotionnels. On voit qu'il y a des gens qui sont pas du tout à l'aise avec la critique du crave, ça les rend agressifs, ils sont pas bien, c'est comme si on avait insulté leur daronne, c'est quasiment leur religion. Je pense, les gars, au regard de certaines de vos réponses, il faut se détendre, il faut se calmer. J'en ai un, il était carrément à me parler des héros de Tsahal, des nazis du Hamas, et à me traiter à moitié d'antisémite. Enfin, on est vraiment sur des problèmes psychiatriques là, c'est c'est vraiment c'est inquiétant. Donc je vous dis, on respire, on se calme, tout va bien, il y a pas de problème. Les effets d'autorité, donc j'en ai parlé hein, dans ma première vidéo, c'est de se dire, bon bah les militaires le font, ils savent mieux que nous, ils sont plus compétents que nous, qui sommes-nous pour leur dire quoi faire? Richard Douilleb, c'est quelqu'un de respecté, c'est un vieux monsieur, s'il nous fait quelque chose, c'est que c'est forcément pertinent, on n'a pas à le critiquer. Enfin vous voyez, ce truc de ne jamais rien remettre en question, au prétexte que des gens que vous estimez plus compétents que vous les font travailler. Bien sûr, il faut pas être dans le conflit à chaque fois. Quand vous apprenez un truc, à un moment donné, il faut aussi apprendre à fermer sa gueule de temps en temps. Mais si ça va contre votre bon sens et votre instinct, quand même, posez-vous des questions. Moi, c'est tout ce que je vous dis. Ensuite, pour les coûts irrécupérables, bah ça aussi, quand vous avez passé du temps, de l'énergie, de l'argent pendant des années dans le Krav Maga, c'est devenu un peu un style de vie. Ça fait partie de votre vie. Votre vie, c'est le Krav. C'est pas que ça, mais c'est aussi le Krav. C'est sûr que moi, j'arrive derrière et je vous dis basiquement le Krav, c'est de la merde. Bah, forcément, ça vous plaît pas et vous réagissez de manière un peu extrême parfois. Mais je suis désolé, je vous dis pas juste le Krav, c'est de la merde. J'apporte des éléments précis, j'argumente. Il y a quand même des gens qui ont été capables de me répondre de façon intelligente dans ma première vidéo. Donc, c'est possible. Ensuite, une volonté permanente d'égaliser le score. Alors oui, ça c'est vrai, j'en ai pas parlé, mais il y avait beaucoup de commentaires qui parlaient de ça aussi. C'est des mecs qui me disent, ouais, mais la boxe c'est pareil. Oui, mais le judo c'est pareil.
En gros, la boxe, ça arrête pas les couteaux non plus. Le judo, il y a des abus dans le marketing aussi. Alors, je vais être très clair, oui, bien sûr, il y a des problèmes dans la boxe, il y a des problèmes dans le MMA, il y a des problèmes dans tout ce que vous voulez. Mais on juge une discipline au regard de ses prétentions. Personne ne vous a jamais dit que la boxe c'était pertinent parce que c'était pratiqué par les Navy et parce que ça permettait de survivre dans la rue. Ça n'est pas fait pour ça. C'est un sport, donc ça n'est pas vendu pour ça. Le judo pareil, le MMA pareil. Alors après peut-être que vous rencontrez des gars, des ahuris qui vous disent le MMA je vais déglinguer tout le monde dans la rue. Mais la discipline en elle-même, elle ne se vend pas comme ça. Le Krav en revanche, il est vendu avec un objectif de self-défense en première instance, même si vous pouvez pratiquer le Krav pour d'autres raisons, parce que vous dépensez, parce que vous faites des amis, ça c'est vous que ça regarde. Mais au début, le Krav, c'est censé apprendre à se défendre dans la rue. Donc quand le Krav ne remplit pas le contrat, les préjudices ne sont pas les mêmes que si vous avez les mêmes problèmes pour la boxe. La boxe, on s'en fout que ça ne te permette pas de désarmer des couteaux, puisque de toute façon, c'est pas fait pour ça, encore une fois. Donc voilà, j'insiste là-dessus parce que je vous dis, il y a des gens, ils confondent tout, hein, ça part dans tous les sens. Oui, mais la boxe, oui, mais la boxe, oui, mais la boxe. On s'en fout, c'est pas le sujet. Bon, et dernier point, qui est très important, je pense, et là je suis vraiment dans la bienveillance pure, hein, il n'y a pas de clash ni rien, c'est un refus de la résignation qui est compréhensible, mais vous voulez y répondre de la mauvaise manière. C'est-à-dire qu'en fait, vous vous dites, bah ok, si le craft ça marche pas, on fait quoi? On se laisse planter? C'est ça que tu veux, Corvus, hein, qu'on se laisse agresser, qu'on se rende? Il y a des gens qui ont compris ça. Je n'ai jamais dit ça. Mais je sais que c'est difficile aussi d'admettre qu'il n'y a pas de solution pour tout. Les gens veulent absolument qu'on leur propose une solution individuelle à un problème qui les dépasse. L'insécurité, elle est collective et elle prend racine dans des problèmes politiques et judiciaires. Et on pourrait rajouter aussi des problèmes économiques si on croit que la pauvreté, elle encourage la criminalité. Vous ne répondrez pas à des problèmes de cette envergure avec une solution martiale individuelle. Ce que je veux dire par là, c'est que même si demain vous appreniez une discipline qui soit vraiment efficace dans la rue et que vous arriviez à vous défendre, mettons une fois, deux fois, trois fois de suite, ce n'est qu'une question de temps avant que ce ne soit plus le cas, que vous finissiez blessé gravement ou que vous ayez des problèmes avec la justice. Donc la seule solution vraiment efficace et durable, c'est le déménagement. C'est de partir dans un endroit plus calme, où vous pouvez vivre sereinement et où au passage vos proches, ils n'auront pas besoin que vous soyez en permanence avec eux pour les protéger. C'est pas en devenant champion de MMA, champion de Krav Maga ou champion de boxe ou champion de ce que vous voulez que vous allez lutter seul avec vos petits bras contre l'insécurité croissante en France. C'est un problème qui vous dépasse, c'est trop grand pour vous. Moi, je fais de la boxe, je fais 1m82, 87 kg, on m'emmerde très peu, mais je sais que si je vivais vraiment dans un endroit pourri, ce serait pas possible. Même si à la limite il m'arrive rien et que je finis pas blessé, j'ai pas envie de me rendre malade, c'est pas une vie. Donc je préfère encore me casser. Alors après, il y a des gens qui te disent, ouais, mais ça, c'est la solution de facilité. En gros, tu abandonnes le territoire à l'ennemi. Parce que ça, c'est pareil. Il y a des gens qui ont une vision très guerrière, affrontement de civilisation, quoi. Je dis pas que c'est faux d'ailleurs, hein. Mais qu'est-ce que vous voulez faire d'autre, les gars? Je vous pose la question vraiment, hein. Quelle solution vraiment efficace et durable vous avez à me proposer? Moi, c'est ce qu'on m'a reproché en commentaire. On m'a dit, oui, mais Corvus, tu critiques le Krav, mais tu proposes rien. Oui, parce que j'ai rien à vous proposer. Je vais pas vous vendre du rêve, je suis prof de boxe. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Que vous allez pouvoir vous défendre dans la rue en collant des uppercuts à tout le monde? Je n'y crois pas. Voilà. En tout cas, je n'y crois pas de façon durable. Donc voilà, vous en faites ce que vous voulez. Vous adhérez à la critique, vous n'y adhérez pas. Vous êtes content, pas content, c'est pareil. Mais si vous voulez discuter avec moi, il n'y a pas de problème. Je réponds à tous les commentaires.